Dans cette vidéo, je vais parler d'Alexandre Grothendieck. On va voir comment tu peux t'inspirer de lui pour travailler de manière plus efficace. Donc Alexandre Grothendieck, je parle de lui parce que c'est quelqu'un qui a un monstre de créativité. Il est décrit comme étant une centrale nucléaire de création. Il est décrit comme ayant vraiment une force animale par les gens qui l'ont connu. C'était quelqu'un qui, selon les dires, était capable de travailler en moyenne 10 heures à 12 heures par jour et était capable pendant une semaine de travailler pendant 90 heures. C'est quelqu'un qui avait une énergie monstre à donner aux mathématiques, à donner à la création. Enfin, de sa vie, il a publié plus de 40 000 pages, enfin il a écrit plus de 40 000 pages de littérature, de mathématiques. Et donc on va voir dans cette vidéo comment tu peux t'inspirer de sa méthode pour être aussi passionné, pour travailler de manière aussi productive et être aussi efficace. Donc moi je vois deux raisons qui expliquent la productivité de Grothendieck. La première, c'est la manière dont il prenait les mathématiques de manière personnelle. C'est-à-dire que Grothendieck, ce qu'il distingue de tous les autres mathématiciens, c'est que c'était vraiment un ovni. C'est qu'il ne s'est jamais inscrit dans un certain groupe. Les mathématiques, elles se ressemblent toutes à peu près. C'est souvent des articles qui se ressemblent les uns aux autres, qui se répondent les uns aux autres. Des mathématiciens qui construisent ensemble un petit peu en prenant du temps la certaine forme que va prendre une théorie. Grothendieck, c'était pas du tout ça. Il crée vraiment les choses de son côté. Je pense que l'exemple le plus flagrant de ça, c'est quand à 17 ans, il suit de moins en moins les cours de l'université parce qu'il y a une question qui le turlupine. De 17 ans à 20 ans, il va de moins en moins en cours, jusqu'à redoubler un examen d'université, parce qu'il se pose la question de savoir ce que ça veut dire de mesurer la longueur d'une courbe. On dit souvent dans les cahiers, calculer l'aire de ce triangle. Et lui, il aimerait donner un sens plus précis à ça, et donc pendant 3 ans, il travaille sur une réponse potentielle à donner à la question de qu'est-ce que ça veut dire de mesurer l'aire d'un triangle, qu'est-ce que ça veut dire de prendre le volume d'un cube. Et voilà, pendant 3 ans, il développe la réponse dans son coin, personne ne lui a rien demandé, il en parle à personne, il se renseigne même pas pour savoir si quelqu'un d'autre y a réfléchi à cette question. Et en effet, c'était le cas, quelqu'un d'autre y avait réfléchi, donc il trouve sa réponse tout seul, et la réponse qui est aujourd'hui connue sous le nom d'intégrale de Lebesgue, parce que Lebesgue avait déjà réfléchi à ça et avait déjà proposé sa réponse qui a été acceptée par les mathématiciens. Donc voilà, je pense que ça montre à quel point Grothendieck, c'était quelqu'un qui cherchait à se poser ses propres questions, qui cherchait un peu à sortir des milieux mathématiques, des consensus, qui cherchait à comprendre les choses par lui-même. Grothendieck, il distinguait beaucoup une connaissance et une information, dans le sens que la connaissance, d'après lui, c'est ce qui nous transforme, alors que l'information ne nous touche pas. Enfin, il cherchait vraiment à connaître les choses par soi-même, à voir les choses par ses propres yeux. Enfin voilà, Grothendieck, il distingue connaissance et information, et il cherchait vraiment à connaître, lui, les choses dans leur intimité. Typiquement, il lisait très peu les autres mathématiciens, il connaissait très peu, par rapport à ses contemporains, bien sûr, mais des mathématiques avant lui. Il me semble qu'il a prononcé la phrase « Un livre, ça ne se lit pas, ça s'écrit ». J'en suis pas sûr parce que la phrase me paraît aberrante, mais je pense que ça montre un peu quelle était sa mentalité. Il cherchait... c'était rare qu'il essaye d'apprendre une théorie de quelqu'un. En général, il essayait de la redémontrer. Et il lisait très peu les articles. S'il voulait comprendre un article, il appelait directement la personne. Enfin, voilà, c'est un peu comme cette phrase de Poincaré qu'on attribue à lui, mais qu'il a sûrement jamais prononcée. Donc Poincaré devait donner un cours dans 3 mois, mais il connaissait rien du sujet sur lequel il devait donner un cours. Donc il se dit, dans 3 mois, j'aurai jamais le temps de tout apprendre, mais j'aurai le temps de tout redémontrer. Donc voilà, ça c'est une phrase de Poincaré qu'on lui attribue, mais qui est sans doute fictive. Mais elle traduit un peu un esprit qui est, je trouve, assez particulier aux mathématiques, qui est qu'il n'y a aucun autre domaine, je pense, où essayer d'apprendre quelque chose par cœur est moins rentable que les mathématiques. On se dit souvent, bon, je vais gagner du temps, je vais pas essayer de comprendre ce théorème, je vais juste retenir l'énoncé, comme ça va le faire, mais ça marche jamais, parce que le moment où tu seras vraiment en mesure d'appliquer le théorème, le moment où tu seras capable de voir des variantes, le moment où tu seras capable de voir, en fait, de réduire le théorème à son essence, pouvoir prendre cette essence et la réappliquer dans d'autres domaines. Enfin, je veux dire, un théorème, c'est pas son énoncé qui est si important. Il a sans doute pas été démontré avec cet énoncé comme tel. Il s'est transporté dans le temps des mathématiques en changeant beaucoup. En général, un théorème, ça change beaucoup au fur et à mesure des années. Quand tu essayes de lire des mathématiques qui ont été écrites il y a même 100 ans, c'est assez difficile parce que c'est écrit de manière complètement différente, c'est pas du tout les mêmes thèmes. Donc les théorèmes changent beaucoup, donc c'est pas les énoncés des théorèmes qui sont importants, mais c'est plutôt la philosophie qu'il y a derrière. Il y a un nombre incalculable d'énoncés en mathématiques qui sont nommés avec le nom de quelqu'un, mais la personne n'a jamais
participer à ce théorème, mais philosophiquement, l'énoncé est un héritier philosophique du premier énoncé, et du coup, il porte son nom. Mais la personne n'a jamais contribué. Il y a encore des théorèmes qui sortent aujourd'hui et qui portent le nom de gens qui sont morts il y a 100 ans, mais parce que philosophiquement, le théorème descendait d'une intuition que cette personne-là avait eue. Donc voilà, l'important dans un théorème, c'est plutôt être capable de l'appliquer, être capable de comprendre son essence. Enfin, il y a plein de théorèmes que j'ai dû appliquer formellement juste quelques fois, mais qui ont guidé mon intuition et qui ont fait que du coup, je les appliquais dans des domaines qui parfois n'avaient pas. J'appliquais l'intuition que le théorème me donnait dans des exercices qui étaient dans des champs complètement opposés. Donc voilà, on a l'impression qu'on gagne du temps en se disant, bon, je vais pas essayer de comprendre les maths, j'ai juste essayé de retenir par cœur, mais d'expérience, je veux dire, il y a des pages de certains livres que je connais par cœur, tant je les ai relus sans comprendre. Et à chaque fois, je me disais, bon, là, je vais gagner du temps, je vais juste lire l'énoncé, de toute façon, il a l'air étrange, j'ai pas envie de comprendre comment ça marche. Il faut juste que je retienne par cœur l'énoncé, mais ça marche jamais parce que t'arrives pas à retenir les hypothèses, t'arrives pas à retenir pourquoi l'énoncé est important, t'arrives pas à retenir les hypothèses parce que tu comprends pas où elles interviennent, tu comprends pas où est la subtilité du théorème. Donc à chaque fois que j'essaie de faire ça et d'essayer de retenir quelque chose sans le comprendre, je devais revenir après à la même page pour relire le truc parce que je l'avais oublié et il y a des pages que je connais entièrement par cœur. Tant j'ai mis du temps à vouloir vraiment comprendre plutôt que de juste prendre l'information de ce que le théorème me donnait. Donc voilà, on a l'impression qu'on peut gagner du temps en lisant en diagonale, en juste retenant les énoncés, mais là où tu te sentiras vraiment à l'aise, là où tu pourras appliquer l'essence du théorème, même quand le théorème lui-même ne peut pas s'appliquer, c'est quand tu auras trouvé des cas qui te parlent du théorème quand le théorème te parlera. Donc voilà, Grothendieck, je pense qu'une chose qui la distingue de tous les autres chercheurs, c'est qu'il prenait les mathématiques extrêmement personnellement. À un moment, il se retire du milieu mathématique, il trouve que les valeurs du milieu mathématique ne ressemblent plus aux valeurs qu'il a lui. Il se retire du monde mathématique complètement en 1970. Il quitte tous les amis avec qui il a collaboré pendant des vingtaines d'années, pendant 10 années, pendant 20 années. Il quitte complètement le milieu. Et il souffre beaucoup de comment donc il arrête complètement de rédiger des mathématiques, quoi. Et il regarde un peu son héritage, comment il est transformé, comment les gens utilisent les théorèmes qu'il a montrés, comment les gens jugent son œuvre. Et il se trouve que selon lui, les gens méprisent complètement son œuvre. Donc bref, il a l'impression qu'on a saccagé son héritage, et ça l'affecte énormément, il en souffre énormément. Je veux dire, ça participe grandement à sa misanthropie, qui va jusqu'au point où, en 1991, il se retire dans une maison sans dire à personne le lieu, dans une maison dans les Pyrénées, et il reste là, en vivant de manière quasiment solitaire, en négligeant sa santé jusqu'à 2014, où il est mort, il y a 10 ans du coup. Donc voilà, il était extrêmement affecté par comment ses anciens amis ont interprété ses mathématiques. Je veux dire, il quitte le milieu mathématique, personne ne dit du mal de Grothendieck. C'est pas comme si les gens commençaient à parler sur son dos, mais juste le fait que les gens aient utilisé ces mathématiques d'une manière qui ne le satisfaisait pas, juste le fait que les gens aient méprisé un peu sa vision des mathématiques, ça l'a affecté énormément. Si tu lis Récolter semailles, qui est des réflexions sur un passé de mathématicien, il parle énormément de ça, il parle énormément de l'héritage qu'il a laissé, de comment il est utilisé par les gens, parce que il ressent vraiment ça. Enfin, c'est vraiment des mathématiques qui lui sont chères et qui lui sont très personnelles. Voilà, l'œuvre de Grothendieck, elle est extrêmement singulière, elle ressemble à aucune autre œuvre, de par le fait qu'il a vraiment essayé de sortir des points de vue qui dominaient dans la société, il a vraiment essayé d'aller au plus proche de la vérité. Je veux dire, l'œuvre est extrêmement singulière. À chaque fois quand tu vois une nouvelle... Enfin, ça ressemble à rien d'autre. Je veux dire, la recherche mathématique, c'est assez homogène, c'est des papiers qui se ressemblent, qui se répondent entre eux. Et quand tu lis ce que Grothendieck a lu, d'une part, t'as l'impression d'avoir quitté Terre, t'as l'impression, tu sais pas d'où sort ça, t'as l'impression que c'est sorti d'un autre univers que de la Terre. Et d'une autre part, c'est extrêmement naturel. Je veux dire, les idées clés de Grothendieck, c'est pas pour les minimiser, elles ont vraiment renouvelé pas qu'une théorie, plein de théories, elles en ont créé d'autres. Mais à chaque fois, c'est des idées très simples. On se demande comment on a fait pour vivre autant de temps sans les idées que Grothendieck a introduites. C'est simultanément des trucs extrêmement simples, et en même temps, c'est des trucs que tu as l'impression d'avoir jamais vus, qui sortent de sortie de nulle part. Et c'est parce que Grothendieck faisait cet effort pour sortir des points de vue qui dominaient à l'époque, pour essayer de comprendre les choses par lui-même. Il parle à un moment du regard sacrilège de l'enfant. Et c'est un peu ça que Grothendieck avait dans les maths, c'est que il avait un peu le regard naïf. Il dit à un autre moment la découverte et le privilège de l'enfant. Dans le sens où c'est que quand t'es un enfant qui s'interroge à des choses par-ci par-là, qui n'a pas honte de poser des questions, qui n'a pas l'impression
d'avoir à tenir une façade, à devoir faire partie d'une société, d'un groupe, quand tu es cet enfant-là, sacrilège du coup, qui est sacrilège, c'est là où tu peux comprendre les choses par elles-mêmes et la découverte et le privilège de l'enfant. Donc voilà, il y a ce côté-là chez Grothendieck où son œuvre est extrêmement singulière et il a vraiment fait un effort pour sortir des points de vue qui dominaient dans le groupe, dans les groupes dans lesquels il a été membre. Ça a été un membre de Bourbaki et ensuite plus tard, de 1960 à 1970, c'est vraiment autour de lui, autour de Jean-Pierre Serre, autour de d'autres, que se construit la géométrie algébrique moderne. Donc c'était vraiment un peu le pilier de la construction de la géométrie algébrique. Et il a toujours gardé un peu ce regard sacrilège de l'enfant tout au long de son œuvre. Et c'est vraiment très frais, c'est vraiment très beau de lire du Grothendieck parce que c'est à la fois extrêmement singulier, c'est des choses que tu liras nulle part ailleurs, et en même temps c'est des choses extrêmement naturelles. Voilà. Grothendieck de ce point de vue-là est complètement unique dans l'histoire des mathématiques. Et je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faisait les mathématiques de manière extrêmement personnelle, parce qu'il faisait à chaque fois l'effort d'oublier ce qu'il connaissait, à chaque fois l'effort de justement remettre en question, de poser les questions qui le troublaient. La méthode avec laquelle il faisait des mathématiques, il le dit, c'est que quand il voulait comprendre quelque chose, il la sondait, il écrivait des phrases, des assertions qu'il pensait être vraies sur cette chose. Et le but, c'était pas que les phrases soient vraies, c'était pas que les phrases soient justes, mais une fois que la phrase était écrite, et justement, il essayait de l'attaquer, il essayait de comprendre en quoi elle reflétait juste partiellement la vérité, il essayait de retrouver une phrase qui marchait. Donc, il cherchait à comprendre les choses qui clochaient. À chaque fois, il essayait de comprendre ce qui allait pas avec la phrase. Tu vois, il y a un peu ce réflexe-là qui est normal, qui est humain. Quand tu as l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans ta tête, quand tu as l'impression qu'il y a deux choses qui ne coïncident pas tout à fait, quand tu as deux visions du même objet mais qui semblent être un peu différentes, il y a un peu ce réflexe de oulala, on touche pas, on passe à autre chose. Il y a un truc qui marche pas, on touche pas, on essaie de voir les choses qui marchent. Grothendieck il raconte que pas du tout, que lui au contraire, il était attiré par ce genre de phénomène. Il était attiré par ce genre de tension. Quand il avait l'impression que deux visions du même objet étaient différentes, c'était là que justement il trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant et c'est dans cette direction-là qu'il allait. Donc il y a vraiment le regard sacrilège, il y a vraiment l'envie de poser les questions qui dérangent, l'envie d'aller au plus cœur de notre mécompréhension. Une phrase de Grothendieck, c'est craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. C'est lorsque nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Donc voilà, pour lui, l'erreur et la vérité, c'était la même chose. Il me semble qu'une autre phrase de lui, c'était que les erreurs sont des marches sur le chemin de la vérité. Donc voilà, tout ça pour dire que Grothendieck, il faisait les mathématiques de manière très personnelle. Sa méthode pour faire des maths, c'était de se poser les questions, d'essayer de comprendre ce qu'il comprenait pas, essayer de comprendre où était l'erreur, essayer de dénouer ces nœuds qui bloquaient chez les autres. Enfin, c'était vraiment très introspectif, en fait. Il parlait, enfin, il était très sociable. On a l'impression que c'était un ermite qui vivait dans sa grotte. Ça, c'est vrai à partir de 1991, donc il se retire complètement du monde. Mais avant ça, c'était quelqu'un qui était jugé comme très chaleureux par ses élèves, qui était extrêmement aimé par les gens qu'il connaissait. Donc c'est quelqu'un de très sociable. Par contre, il participait assez peu aux discussions mathématiques. Il avait l'impression que les discussions mathématiques, c'était des endroits où les gens se retrouvaient sur des lieux communs, où des gens se mettaient d'accord sur des choses qu'ils connaissaient ensemble. Et il n'y avait rien de réellement nouveau qui était créé dans les discussions mathématiques. Donc sa manière de faire des mathématiques est extrêmement personnelle, c'est ça que je veux dire. Un autre aspect des mathématiques de Grothendieck qui, je pense, a contribué au fait qu'il était capable de travailler aussi longtemps, qu'il était aussi passionné, c'était la foi qu'il avait en les mathématiques. C'était quelqu'un d'un grand optimisme. Je veux dire, ça se voit déjà quand il arrive à Paris, il arrive à Paris à 20 ans, il est extrêmement ignorant. Parce que les 3 années d'avant, il allait très peu à l'université, il lisait très peu. Il arrive et il débarque et il comprend rien du tout de ce que les gens racontent. Il en parle dans Récolte et Semailles, qui est son livre où il revient sur son passé de mathématicien. Et il y a un chapitre qui est consacré au moment où il arrive à Paris, qui s'appelle l'étranger bienvenu. Il s'appelle l'étranger bienvenu parce qu'il arrive, c'est un étranger complet au monde des mathématiques. Les gens parlent de notions qu'il a jamais entendues, à part dans des livres. Et ça s'appelle l'étranger bienvenu parce que même s'il est complètement étranger à ce monde, il se sent quand même accepté. Il écrit « Je savais bien que j'étais capable de faire des maths, je savais bien que je savais faire des maths comme on sait faire l'amour. » Pour lui, savoir faire des maths, c'est quelque chose de complètement inné, tout le monde en est capable. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un qui était d'un grand optimisme. Typiquement, il pensait jamais...
comme je l'ai dit avant, l'erreur n'existe pas chez Grothendieck. Mais c'est même plus loin, c'est que l'erreur, c'est la vérité qui est déguisée. Un truc qu'il a dit, c'est toutes les erreurs sont des erreurs d'interprétation. Toutes les erreurs sont des erreurs d'interprétation. Il voyait un petit peu la connaissance mathématique comme des sortes de couches de savoir, enfouies plus ou moins profondément, et la vérité est au plus profond, et notre travail à nous, c'est de la dégager. Mais il n'y a jamais un doute dans son esprit sur le fait que la vérité existe, que la vérité est en nous et qu'on peut arriver à la vérité. Aussi, c'est dû au fait qu'il est très spirituel, il pense en fait que c'est Dieu qui est enfoui en nous. Il le dit, il ne sait pas s'il sait distinguer entre la couche la plus profonde, celle qui nous donne toutes nos idées, et Dieu lui-même. Donc, il y croit dur comme du fer au fait qu'on est capable d'avoir la vérité. Il était un grand optimiste. Il y a une correspondance entre lui et un de ses collègues, où ce qui ressort, c'est un peu le fait que le collègue donne plein de contre-exemples aux idées que Grothendieck a. Il y a plein de lettres qui commencent par Grothendieck qui explique « Je pense qu'il devrait exister un objet universel qui vérifie telle propriété ». Et la réponse est « Non, un objet ne peut pas exister parce que regarde, j'ai tel contre-exemple, j'ai tel contre-exemple ». Et à chaque fois, Grothendieck contourne le problème, essaie de changer sa construction. Enfin, il y a un grand optimisme chez Grothendieck. Quand il a une idée, il y croit jusqu'au bout et enfin, c'est un truc qu'il dit, c'est que quand j'ai une idée, j'ai jamais peur des détails techniques parce que une fois qu'on a l'idée, les détails techniques vont se plier à notre idée. Peut-être que notre idée va falloir la changer un petit peu, va falloir un petit peu la transformer, mais elle n'est jamais fausse. Toutes les erreurs, comme dit Grothendieck, sont des erreurs d'interprétation, au sens où nos intuitions sont jamais fausses, elles sont juste mal exprimées. Enfin voilà, Grothendieck c'était un gros optimiste. Il y a beaucoup de ces théorèmes qui ont été prouvés où vraiment ce qu'il apporte de nouveau dans le théorème, c'est l'audace. C'est presque juste l'audace de l'avoir énoncé. Une fois qu'il a énoncé le théorème, il le dit lui-même, le reste est assez formel. Une fois qu'il a trouvé la vision, le reste est assez formel. Je veux dire, je trouve que ces idées les plus belles qu'il a amenées dans le monde des mathématiques sont extrêmement simples, extrêmement intuitives. Il fallait juste avoir l'audace de se poser la question de est-ce que ça allait marcher, et ensuite le reste en découle. Il a pris un peu des pas de géant où il avait confiance dans le fait que ça allait marcher. Et c'est ça il a une œuvre absolument gigantesque. Et une œuvre qui n'est absolument pas morte. Elle continue à diriger beaucoup de la recherche en géométrie algébrique pure actuelle. Je veux dire, une des grosses questions de la géométrie algébrique actuelle, c'est d'essayer de comprendre un des rêves qu'a eu Grothendieck, une idée qu'il a eue d'un optimiste. Il a dit il y a un objet universel qui vérifie telle et telle propriété et personne ne sait si cet objet existe. C'est une grande question de la recherche d'essayer de voir si sa construction marche, si ce qu'il a proposé avec son optimisme reflète réellement la réalité de ce qui se passe. Donc voilà, je parle de l'optimisme parce que je pense que c'est quelque chose qui vraiment change la différence quand tu cherches un exercice. Il y a une différence quand tu cherches un exercice, tu sais pas trop, ok, tu dois résoudre cet exercice, tu regardes un peu l'énoncé, tu vois si tu es capable de le réénoncer, tu penses un peu à des théorèmes. Puis il y a un truc qui se passe quand soudainement tu commences à croire en l'énoncé. Quand soudainement, je sais pas, tu as un petit exemple, tu as ne serait-ce que la plus petite intuition de pourquoi ça devrait être vrai. Quand tu as ne serait-ce que le plus petit cas, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui fait que ton cerveau il a l'impression de comprendre un peu l'exercice, il a vraiment envie de le faire. Même si l'intuition au final s'avère être fausse, t'as tellement plus d'énergie une fois que tu as eu cette petite intuition tu comprends un petit peu pourquoi ça marche. Ça change complètement la manière dont tu interagis avec l'exercice. Je veux dire, l'important, c'est pas que l'intuition soit vraie ou fausse. Dès que tu as une intuition la plus simple soit-elle, même si elle est fausse, en général, c'est quand même un fil conducteur, même si ça marche pas. Le fil te conduit à comprendre que l'intuition marche pas. Et une fois que tu as compris que ton intuition marchait pas sur l'exercice, tu trouves une nouvelle intuition et tu continues. Je veux dire, une fois que tu as réussi à accrocher l'exercice avec un petit peu de compréhension, une petite intuition, un exemple simple, une idée de pourquoi l'exercice devrait être vrai, en général, c'est beaucoup plus simple de continuer. Je veux dire, c'est cette foi en les mathématiques qui manque à beaucoup de gens. Moi, je me souviens, j'étais colleur en PCSI. En PCSI, j'aime beaucoup les PCSI, mais c'est des gens en général qui sont moins passionnés par les mathématiques. Les gens qui sont passionnés par les mathématiques, en général, vont à MPSI. Et donc, quand j'étais en PCSI, avec du recul, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'exercices que j'ai donnés où juste l'énoncé était faux. Mais c'était rare que la personne détecte que l'énoncé était faux, parce qu'il n'y avait pas cette idée de vouloir en découdre avec l'exercice. Il y avait moins cette idée de essayer de croire en l'exercice, ou justement de ne pas y croire, enfin d'essayer de voir si l'exercice était vrai ou faux. Le prototype d'un quelqu'un en PCSI, c'est juste quelqu'un qui... Enfin, je veux dire, les gens étaient très bons, mais par rapport à la MPSI, les gens en PCSI avaient plus tendance à vouloir direct passer à la démonstration, sans passer par l'étape, essayer de comprendre l'exercice. Souvent les gens essayaient des exercices très abstraits
sur des exercices où juste si tu as compris ce qui se passe, c'est trivial. Des exercices où c'est trivial si tu es lucide. Souvent, les gens vont passer directement aux exercices abstraits, aux arguments abstraits, pardon, et essayer direct de commencer d'initialiser des récurrences alors qu'on ne savait pas si la récurrence allait marcher. Je dirais que c'est ça la différence entre les PCSI et les MPSI, ou plus généralement entre quelqu'un qui fait des mathématiques pour prouver l'exercice et quelqu'un qui est vraiment intéressé par le fait de savoir si l'exercice fonctionne. Et ça fait toute la différence. Une fois que tu as juste, que ton cerveau a une toute petite intuition, la plus petite soit-elle, je ne sais pas si c'est un exercice sur les espaces vectoriels, juste tu visualises une droite et un plan, peut-être que ça ne va pas refléter la subtilité de l'exercice, mais dès que tu as une idée, dès que tu as une direction dans laquelle aller, dès que tu as une intuition sur l'exercice qui peut te guider, en général, c'est beaucoup plus simple. Même si l'intuition est fausse, c'est pas grave parce que l'intuition te mène à un endroit. Ensuite, tu découvres que l'intuition est fausse, c'est pas grave. Comme l'a dit Grothendieck, les erreurs sont des marches sur le chemin de la vérité. Craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Tu changes d'intuition parce que tu as compris que ton intuition était mauvaise, tu l'adaptes. Comme Grothendieck qui changeait l'énoncé de ses théorèmes quand il avait les contre-exemples de Serre. C'était Jean-Pierre Serre, son collègue. Tu suis ton intuition qui est peut-être fausse jusqu'au moment où elle te trompe et ensuite là tu changes d'intuition et tu continues comme ça. Je veux dire, ton cerveau devient vraiment addict à essayer de résoudre l'exercice une fois qu'il comprend pourquoi c'est vrai ou une fois qu'il a une idée de une raison pour laquelle l'exercice est intéressant. Donc voilà, je pense que c'est ça qui caractérise, enfin je pense que c'est en tout cas ces deux éléments qui sont plus présents chez Grothendieck que chez aucun autre mathématicien que je connais, c'est à quel point il faisait les mathématiques de manière personnelle, à quel point il le dit lui-même, à quel point j'ai appris à être seul. Dans les années de 17 à 20 ans, il dit j'ai appris à être seul au sens où j'ai appris à me poser mes propres questions, voir les choses par mes propres yeux. Et je veux dire, c'est flagrant. Pendant 3 ans, il s'est posé une question, enfin, il a essayé de répondre à une question que personne d'autre que lui, selon lui, s'était posée. Pour lui, c'était le seul qui se posait la question. Il le dit aussi dans Récolter Semaille, à l'époque, il n'avait aucune idée de l'existence d'un monde des mathématiciens. Donc c'est normal pour lui de ne pas se poser la question de savoir si d'autres réfléchissent à ça. Parce que pour lui, les autres mathématiciens n'existent pas. Il a l'impression d'être le seul mathématicien au monde. Et un peu cette idée qui a persévéré dans l'œuvre de Grothendieck, qui est que il a créé des choses extrêmement singulières et qui étaient souvent en décalage avec ce à quoi les géomètres de son époque s'attendaient. Souvent, c'était vraiment des coups de choc, ce que Grothendieck proposait. C'est bien que ça a souvent mis du temps à convaincre les gens. C'était tellement différent de ce que les gens connaissaient que souvent, ça a mis du temps à convaincre les gens de leur utilité. Et je dis, ça a mis du temps à convaincre les gens de leur utilité, mais encore aujourd'hui, il y a des concepts qu'il a introduits qui pour lui étaient extrêmement importants et qui ne sont pas utilisés. Enfin, je veux dire, l'œuvre de Grothendieck, il y a beaucoup de choses qu'il a introduites et qui étaient tellement nouvelles, qui étaient tellement novatrices que juste aujourd'hui, on les utilise toujours pas. Alors que lui, il le disait, c'est ce que j'ai apporté le plus précieux aux mathématiques, il y a des choses dont il parle comme ça et qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Donc voilà. Le fait qu'il s'investisse extrêmement personnellement dans ses mathématiques, et le fait qu'il avait une grande foi dans les mathématiques, je pense que c'est deux traits que je vois que chez Grothendieck, enfin poussé à cet extrême-là que chez Grothendieck. Et Grothendieck, c'était la personne qui était le plus capable de travailler, qui avait le plus une force de travail qu'aucun autre de ses collègues. Donc voilà, la morale, c'est, si tu veux savoir quel est le bon temps à consacrer aux mathématiques, combien de temps passer, on me demande souvent combien de temps je passe à travailler par jour pour les révisions, pour la prépa aux écrits. La bonne durée, c'est la durée qui fait que tu commences pas à être lassé. Tu vois, on a tous un peu un seuil d'acceptation, on a tous un seuil à partir duquel on en a marre de faire des mathématiques, je veux dire, c'est pas grave, c'est humain. Et dépasser ce seuil fait que tu es plus lassé qu'autre chose et fait que juste tu vas détruire ton rapport aux mathématiques. Enfin, je veux dire, travailler 1 heure, mais où tu es concentré juste 10 minutes, où tu fais que de regarder à côté, où tu fais que d'attendre que l'heure passe pour pouvoir faire autre chose, ça sert un peu à rien, parce que tu es juste en train d'instaurer une mauvaise relation entre les mathématiques et toi. Coupe ton travail mathématique, c'est pas grave, tu feras les choses demain de manière plus efficace, mais vous travaillez moins de manière plus efficace. Et je pense que incorporer les éléments de voir les mathématiques de manière personnelle, essayer de trouver un exemple qui te parle dans les théorèmes, essayer d'interpréter le cours, d'interpréter les chapitres du cours à ta manière, d'essayer de faire que les maths ne soient pas juste des propositions écrites sur un tableau, mais des choses qui te parlent, des images vivantes dans ta tête. Donc prendre les mathématiques de manière personnelle et y croire. Quand tu es sur un exercice, je veux dire, tu vas aller beaucoup plus vite à partir du moment où tu croiras que résoudre cet exercice, c'est la chose la plus importante qui te soit octroyée. Tu vas aller beaucoup plus vite dans les exercices quand tu commenceras à y croire, quand tu commenceras à vraiment vouloir savoir si les exercices marchent ou pas.
ça va tout changer. Donc voilà, avoir une foi en les mathématiques et prendre les mathématiques de manière personnelle, ça va faire que tu vas travailler en mathématiques de manière beaucoup plus efficace.